on a traité d'imposteur. Un soldat de 34 ans originaire de Ouagadougou, présenté par la presse française comme un militant victime de délire de grandeur. Des diplomates européens ont averti que sa remise en question du franc CFA entraînerait des conséquences juridiques. L'un d'eux a même menacé de sanctions s'il continuait à promouvoir ce qu'ils appelaient avec moquerie la nouvelle monnaie africaine. Mais Ibrahim Traoré n'a pas bronché. Tandis que le monde tentait de l'enfermer dans des étiquettes et des menaces, lui, en silence, réécrivait les règles. Dans un discours télévisé, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, il a brisé des décennies de dépendance. Ce qui a suivi n'était pas le chaos, mais bien la naissance d'une unité africaine fondée sur l'autonomie et la dignité économique. Si vous croyez en la vérité, au courage et à l'émergence d'une Afrique nouvelle, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous partageons des histoires vraies, des moments forts et des exemples de leadership audacieux, comme celui d'Ibrahim Traoré qui incarne l'unité, la dignité et l'autosuffisance africaine. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, croient en une Afrique plus forte et plus libre. Votre voix compte. Ensemble, nous la faisons entendre. Assurons-nous que le monde entende le rugissement d'un continent qui reprend son destin en main. On a traité d'imprudent, de radical, d'un simple garçon en uniforme qui jouait au président. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré annonça l'intention du Burkina Faso de remettre en cause le franc CFA pour le remplacer par un système monétaire souverain, surnommé « Nouvelle monnaie africaine », les réactions furent immédiates. Les médias français titrèrent qu'il était économiquement incompétent. Des diplomates européens mirent en garde contre des conséquences juridiques s'il persistait sur ce qu'ils qualifiaient de voies dangereuses. Le FMI et la Banque mondiale envoyèrent des lettres fermes, rappelant aux jeunes dirigeants que les accords internationaux devaient être respectés. Certains allèrent jusqu'à suggérer que ces actions pourraient isoler totalement le Burkina Faso des marchés financiers mondiaux. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, ou peut-être feignaient de ne pas comprendre, c'est que Traoré n'agissait pas seul. Sa voix portait la frustration de millions de personnes à travers le continent, qui vivaient sous l'ombre de la dépendance monétaire et de la diplomatie de la dette. Ce que les dirigeants occidentaux qualifiaient d'imprudence, la jeunesse africaine le voyait comme du courage. Ce que les élites financières mondiales considéraient comme déstabilisant, les citoyens le percevaient comme un acte de libération nécessaire. Traoré ne cherchait pas à provoquer le système pour le plaisir de le défier, il refusait simplement d'être complice du vol silencieux de l'avenir de son pays. Au lieu de reculer, il a persisté. Dans une allocution nationale surprise, il a publié un audit complet des finances publiques du Burkina Faso, révélant des années de mauvaise gestion sous des régimes soutenus par la France. Les données étaient claires, les preuves irréfutables, l'argent avait toujours circulé vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Et avec cette révélation, le récit a commencé à changer. Le monde s'attendait à une confrontation. Ce qu'il a vu, c'est une révolution silencieuse. Un éveil financier. Un capitaine de 34 en remettant en cause les fondements même de l'économie postcoloniale et invitant le reste de l'Afrique à suivre. Au début, ils ont ri. Les analystes financiers à Paris ont rejeté l'idée comme une simple démonstration symbolique. Les conseillers de Macron s'en moquaient lors de réunions privées, convaincus que le projet d'Ibrahim Traoré pour une monnaie africaine souveraine, ce que les Burkinabés appelaient la nouvelle monnaie africaine, s'effondrerait avant même d'être lancé. Certains sont allés plus loin. Le ministère français de l'économie a laissé entendre que toute tentative de contourner le système CFA pourrait déclencher automatiquement des sanctions économiques. Une note interne ayant fuité qualifiait même Traoré des insurgés monétaires, suggérant que ces actions pourraient constituer des violations des protocoles bancaires internationaux. Des think tanks occidentaux commencèrent à spéculer sur une possible intervention de la CEDEAO ou du FMI pour rétablir la stabilité budgétaire. Mais Traoré ne s'est pas laissé ébranler. Il comprenait parfaitement le jeu en cours, la manière dont le langage pouvait devenir une arme plus insidieuse que n'importe quelle arme à feu. En le dépeignant comme instable ou dangereux, ils espéraient discréditer la légitimité de son leadership avant que son message ne prenne de l'ampleur. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est à quel point ce message allait résonner,
non seulement au Burkina Faso, mais à travers tout un continent avide de changement. Plutôt que de répondre par la confrontation, Traoré a redoublé d'efforts en faveur de la transparence. Il a invité des économistes régionaux, des historiens panafricanistes et des journalistes indépendants à participer à une commission publique sur la réforme monétaire. Chaque réunion était diffusée en direct. Aucun accord en coulisses. Aucun filtre diplomatique. Il a vulgarisé des concepts financiers complexes pour le grand public, expliquant comment les monnaies coloniales, les déséquilibres commerciaux et les réserves contrôlées par l'étranger avaient vidé l'Afrique de sa richesse pendant des décennies. Le public fut choqué. Puis il fut en colère. Mais pas contre Traoré, contre le système qu'on ne leur avait jamais appris à remettre en question. En quelques mois, ce qui n'était au départ que la vision audacieuse d'un homme s'est transformé en une coalition croissante. Le Mali et la Guinée ont envoyé des délégations à Ouagadougou. Des étudiants, de Dakar à Kinshasa, ont organisé des forums sur l'autosuffisance et l'unité économique africaine. Des artistes ont peint des fresques représentant Traoré brisant des chaînes. Des enfants portaient des t-shirts sur lesquels on lisait « Notre monnaie, notre avenir ». Il ne s'agissait plus seulement de devises, mais de dignité. Puis vint le tournant décisif. Un économiste respecté de l'université d'Oxford, longtemps critique à l'égard du populisme africain, publia une tribune percutante. Il y écrivit « Je ne partage pas toutes les méthodes de Traoré, mais je ne peux nier la clarté de sa vision. » Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant ne demande pas à l'Afrique ce qu'elle attend du monde, mais ce que le monde doit à l'Afrique. Le récit était en train de basculer. Les menaces de sanctions paraissaient désormais mesquines. Les accusations d'incompétence infondées. Traoré n'avait pas seulement lancé une réforme financière. Il avait déclenché une remise en question morale. Et ce faisant, il avait mis à nu une vérité que le monde n'était pas prêt à affronter, que l'unité africaine, fondée sur l'autonomie et la souveraineté économique, n'était pas seulement possible, elle était inévitable. Lors d'un sommet économique de haut niveau à Accra, Traoré fut invité, mais uniquement en tant qu'observateur. Les diplomates occidentaux insistèrent sur le fait que les réformes financières du Burkina Faso étaient trop expérimentales pour mériter une place officielle à la table. À huis clos, certains participants le désignaient avec moquerie comme le rebelle en treillis, insinuant qu'il n'était pas à la hauteur parmi les économistes élégants et les ministres chevronnés. Une transcription ayant fuité d'une réunion préparatoire révéla même que, si Traoré évoquait la nouvelle monnaie africaine, les organisateurs coupaient le direct et déplaçaient les discussions dans des salles privées. Ce qu'ils craignaient, ce n'était pas une révolte, mais quelque chose de bien plus dangereux, l'espoir. Le premier jour du sommet, Traoré s'assit silencieusement au dernier rang, sans micro, sans panneau nominatif. L'auditoire porta son attention sur les intervenants principaux, des ministres des Finances d'anciennes puissances coloniales, des technocrates du FMI et des consultants déroulant des présentations truffées de jargon sur les stratégies de dette durable et harmonisation de la liquidité régionale. Le langage était élégant, les graphiques impressionnants, mais la salle semblait déconnectée des marchés de rue, des villages et des écoles surpeuplées qui représentent la véritable Afrique. Puis, un événement inattendu se produisit. Une déléguée de Guinée brisa le protocole. Elle se leva et demanda « Pourquoi le seul dirigeant qui propose l'autosuffisance n'est-il pas autorisé à prendre la parole ?» La salle se figea. Quelques applaudissements épars se transformèrent en une ovation tonitruante. Les caméras se tournèrent vers Traoré. Les organisateurs hésitèrent, mais la pression était trop forte. On lui tendit un micro. Traoré n'éleva pas la voix. Il n'accusa ni ne blâma personne. Il se contenta de raconter l'histoire d'un pays fatigué d'attendre la permission d'être libre. Il parla de paysans échangeant leurs produits sans recourir aux banques étrangères, d'ingénieurs locaux concevant des systèmes de paiement mobile adossés à des réserves d'or communautaires, d'étudiants étudiant l'économie panafricaine au lieu des théories coloniales. Il dessina un avenir où l'unité africaine n'était plus un rêve, mais une stratégie. Et il conclut par une phrase qui allait résonner bien au-delà de cette salle. Nous n'avons pas besoin de la validation des institutions qui nous ont autrefois asservis. Nous avons seulement besoin de croire les uns en les autres.
Le sommet ne fut plus jamais le même. Les journalistes inondèrent les réseaux sociaux de ces citations. Des délégations du Sénégal, du Togo et même d'Afrique du Sud sollicitèrent des rencontres privées. Le nombre de spectateurs en direct explosa. Le lendemain, les gros titres ne mentionnaient pas les modèles d'endettement du FMI. Ils se concentraient sur cet homme qui, depuis le fond de la salle, avait redéfini la conversation. Ceux qui riaient la veille affichaient désormais un malaise évident. Ceux qui l'avaient exclu recherchaient désormais sa collaboration. Et les peuples, depuis les cafés et les smartphones à travers tout le continent, voyaient quelque chose qu'ils n'avaient plus vu depuis des années. Un dirigeant qui ne mendiait pas une place à la table, mais qui en construisait une nouvelle. Voilà la puissance de la nouvelle monnaie africaine. Non pas seulement en termes de devise, mais de courage. Non pas seulement en chiffres, mais en narration. Ibrahim Traoré avait transformé le sommet. Mais surtout, il avait transformé ce que l'Afrique osait imaginer. Lorsque le Conseil économique de l'Union européenne publia son bulletin trimestriel, celui-ci contenait un avertissement voilé directement adressé au Burkina Faso. Bien qu'aucun pays ne fût nommé, le langage était limpide. Les nations poursuivant des expériences monétaires unilatérales risquent l'isolement diplomatique, des représailles économiques et la suspension de partenariats internationaux. Cette déclaration fut accueillie par des applaudissements feutrés à Bruxelles et à Paris. Les analystes financiers occidentaux y virent un message direct à Ibrahim Traoré et à son initiative de nouvelle monnaie africaine. Les plateaux télévisés français décrivirent Traoré comme un populiste naïf, mettant en péril l'avenir de son pays pour une mise en scène idéologique. Certains commentateurs allèrent jusqu'à remettre en question son éducation, sa légitimité, voire sa santé mentale, dissimulant leur condescendance sous un vernis de technocratie. Mais à Ouagadougou, Traoré ne formula aucune réplique. À la place, il dévoila quelque chose qui prit ses détracteurs de court. Il annonça la création d'un pôle régional d'innovation monétaire. Dirigé non pas par des bureaucrates, mais par de jeunes développeurs fintech africains, des économistes et des experts en blockchain. Ce projet n'était pas qu'une idée sur le papier. Il était déjà opérationnel. Dans 5 villes à travers le Burkina Faso, des marchés pilotes avaient commencé à utiliser une version numérique de la monnaie locale, adossée à des réserves d'or et gérée par des registres transparents accessibles à chaque citoyen via une application mobile. Il ne s'agissait pas simplement d'une réforme monétaire, mais d'une révolution des infrastructures. À mesure que cette expérience audacieuse prenait de l'ampleur, les pays voisins commencèrent à prêter attention. Des délégations du Mali, de la Sierra Leone et du Tchad visitèrent ces villes pilotes, témoignant de la manière dont les commerces locaux fonctionnaient désormais, sans dépendre du franc CFA. Les agriculteurs recevaient des paiements en temps réel. Les petits commerçants suivaient leurs revenus numériquement. Les frais de transaction, souvent prélevés par des banques étrangères, avaient été réduits à presque zéro. C'était une forme d'autosuffisance concrète, et non plus seulement une rhétorique politique. Et, plus important encore, cela fonctionnait. La réaction ne se fit pas attendre. Un groupe de réflexion européen influent publia un rapport qualifiant l'initiative d'« économiquement irresponsable » et de « menace pour la stabilité régionale ». Le ministre français des Affaires étrangères déclara lors d'un point presse que de telles monnaies numériques pourraient faciliter le financement du terrorisme, une accusation codée souvent utilisée pour délégitimer les démarches d'autonomie africaine. Le message était clair, l'indépendance n'est acceptable que si elle suit les règles de l'Occident. Mais les données racontaient une autre histoire. En seulement 4 mois, les régions participantes enregistrèrent une hausse de 23% de l'activité commerciale locale et une baisse notable de la dépendance aux devises étrangères. Les sondages révélèrent une augmentation spectaculaire de la confiance des citoyens envers le gouvernement. Cette même jeunesse autrefois désabusée par la politique se connectait désormais à des forums pour donner son avis, proposer des solutions et se porter volontaire pour des programmes de formation en technologie. Ibrahim Traoré ne répondit pas à ses détracteurs. Il n'en avait pas besoin. Son silence était rempli de progrès. Chaque accusation lancée contre lui était noyée dans le bruit des chantiers, le tumulte des marchés locaux, le bavardage des écoliers apprenant l'histoire de l'Afrique écrite par des mains africaines.
Le monde avait voulu le présenter comme une erreur. Mais par l'action, par la nouvelle monnaie africaine, il était devenu un modèle, un plan directeur. Une révolution silencieuse en temps réel. À l'Assemblée générale des Nations unies, un diplomate africain issu d'un ancien pays colonisateur prit la parole, avec un ton poli mais chargé de mépris. Sans le nommer, il critiqua les régimes militaires irresponsables qui empoisonnent la confiance régionale en introduisant des monnaies illégitimes et en sapant la coopération financière. Le public, en majorité occidentale, acquiesça. L'implication était évidente. La cible, Ibrahim Traoré et son expérience radicale, la nouvelle monnaie africaine. Dans les couloirs privés, des délégués européens plaisantaient autour du dîner, convaincus que la prétendue révolution économique du Burkina Faso s'effondrerait bientôt sous son propre poids. Certains allaient jusqu'à prédire famine, troubles sociaux et un nouveau coup d'État pour renverser le capitaine idéaliste. Mais une fois encore, le monde s'était trompé dans ses calculs. De retour au Burkina Faso, Traoré était déjà passé à la phase suivante. Ce qui n'avait commencé que comme un test dans quelques villes s'était transformé en une stratégie de transformation nationale. La monnaie numérique, adossée à des réserves d'or locales et gérée par un système décentralisé de spécialistes africains en technologie, était utilisée dans plus de 60% des transactions domestiques. Ce n'était plus simplement une réforme, c'était une renaissance des infrastructures. Les marchés ne dépendaient plus du franc CFA, qui, pendant des décennies, avait lié leur sort à une banque centrale étrangère à Paris. Désormais, les citoyens échangeaient, épargnaient et investissaient avec un outil façonné à leur image. Mais le changement le plus puissant n'était pas économique. Il était psychologique. Pour la première fois, les citoyens ne se voyaient plus simplement comme des survivants d'un système qu'ils n'avaient pas construit. Ils participaient à quelque chose d'audacieux, quelque chose qui leur donnait le sentiment d'être vus. Dans les écoles, les enseignants utilisaient le modèle monétaire de Traoré dans les cours de mathématiques. Dans les universités, des départements entiers furent créés autour des thèmes de l'économie panafricaine, de la finance décentralisée et de la souveraineté monétaire. Le mot autosuffisance n'était plus une politique, c'était une identité. Pourtant, les institutions mondiales n'avaient pas dit leur dernier mot. La Banque mondiale retarda discrètement un important prêt pour les infrastructures du Burkina Faso, évoquant des alignements techniques. Le FMI réduisit sa coopération sur le terrain, mettant en garde contre des anomalies réglementaires. Un communiqué du G7 évoqua une instabilité financière en Afrique de l'Ouest, attribuée de manière détournée à la prolifération des monnaies numériques. Mais derrière ces formules diplomatiques se cachait une vérité simple, la peur que, si le Burkina Faso réussissait, d'autres suivraient. Car Traoré ne construisait pas seulement une monnaie, il construisait une forme de défiance. Et cette défiance franchit vite les frontières. Au Mali, des responsables entamèrent des discussions exploratoires avec les conseillers monétaires de Traoré. Le gouvernement de transition de la Guinée lança sa propre plateforme de paiement souveraine, basée sur le code burkinabé. Au Sénégal, des manifestations étudiantes éclatèrent, non pas contre leur gouvernement, mais en soutien à celui-ci, exigeant une sortie totale de la zone CFA. Au Nigeria, où la méfiance envers les banques traditionnelles était déjà forte, des groupes technologiques communautaires demandèrent l'accès open source au système de Traoré. Ce n'était pas une réaction en chaîne. C'était un signal d'alerte. Les médias occidentaux s'affolèrent. Ils publièrent des éditoriaux alarmistes sur le tribalisme économique et la fragmentation des marchés africains. Ils décrivirent Traoré comme un opportuniste exploitant la nostalgie panafricaine. Mais sur le terrain, l'unité africaine n'était plus une abstraction. C'était un réseau grandissant de collaboration, d'échanges et de respect mutuel, conçu et dirigé par des Africains eux-mêmes. Le geste le plus brillant de Traoré n'était pas technique, il était culturel. Il insista pour que tous les plans, politiques et conditions soient expliqués en langage simple et traduits dans les dialectes locaux. Il ne rencontra pas seulement des économistes, mais aussi des griots, des anciens du village, et des commerçants des marchés. Lors d'une session télévisée, il s'assit avec un groupe de mères rurales et leur demanda
Comment concevriez-vous une monnaie en laquelle vous avez confiance? Leurs réponses n'étaient pas académiques, mais elles étaient révolutionnaires. Stabilité, transparence et la capacité de nourrir leurs enfants. Telle devint la nouvelle norme. Pendant ce temps, les menaces juridiques s'accumulaient. Des juridictions internationales débattirent pour savoir si le RET est une rupture de contrat. Des banques françaises commencèrent à rejeter les transactions des comptes burkinabés. Visa et Mastercard suspendirent leurs services. Mais Traoré avait anticipé. Il avait déjà noué des partenariats régionaux pour lancer un système alternatif sécurisé, basé sur le mobile et à l'échelle du continent. À chaque porte qu'on tentait de lui fermer, une autre s'ouvrait. L'humiliation finale pour l'ordre ancien survint lors du Forum économique panafricain, organisé pour la première fois à Ouagadougou. Des délégués de plus de 20 pays firent le déplacement, non pour donner des leçons, mais pour apprendre. Traoré entra dans la grande salle, non pas entouré de gardes armés ou de conseillers en costume, mais accompagné d'un groupe d'étudiants pieds nus, d'ingénieurs et de commerçants locaux. Son discours d'ouverture ne dura que 11 minutes, mais il fit la une de la presse mondiale. On nous a dit que la souveraineté était dangereuse, déclara-t-il calmement. Que l'autosuffisance nous ferait chuter. Mais ce qu'il redoutait, ce n'était pas notre échec. C'était notre succès. Et aujourd'hui, je vous le dis, nous ne demandons plus à être inclus. Nous construisons ce qu'ils ont toujours refusé de partager. Le public se leva pour une ovation debout. Même certains sceptiques présents durent admettre qu'ils venaient d'assister à un moment historique. À cet instant, Traoré n'était plus simplement un dirigeant. Il était un symbole. De défi, certes, mais surtout, de dignité. Il avait transformé chaque menace, chaque insulte, chaque sanction en carburant. Non pas pour brûler des ponts, mais pour éclairer le chemin à venir. À la fin de l'année, 5 nations africaines avaient signé des accords formels pour explorer une coopération monétaire basée sur le modèle de Traoré. Les observateurs internationaux ne pouvaient plus l'ignorer. Ce qui avait commencé par des moqueries était devenu une dynamique. Ce que l'on avait qualifié d'imprudence devenait désormais une référence. Et ce qui avait été rejeté comme utopie était devenu une force unificatrice, libératrice et résolument africaine. Tel était l'héritage de la nouvelle monnaie africaine. Ce n'était pas une simple devise. C'était un appel. Un appel à se lever, à construire et à croire. Non pas dans les systèmes hérités, mais dans les futurs que l'on ose imaginer. Et au cœur de tout cela, un jeune homme autrefois moqué pour avoir rêvé trop grand, observé aujourd'hui par le monde entier, alors qu'il aidait tout un continent à se souvenir de ce qu'il est réellement. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas qu'un récit politique, c'est une leçon vivante de courage, de vision et du prix de la dignité. Elle nous rappelle que les systèmes ne s'effondrent pas simplement parce que quelqu'un s'y oppose, ils commencent à se fissurer lorsque les peuples découvrent qu'il existe des alternatives. Pendant des décennies, les nations africaines ont fonctionné au sein de structures économiques héritées du colonialisme. Ces systèmes étaient présentés comme des partenariats, mais en réalité, ils fonctionnaient comme des pièges. Le geste audacieux de Traoré, qui a défié le franc CFA pour introduire la nouvelle monnaie africaine, a révélé non seulement la fragilité de ces structures, mais aussi la peur qu'elles inspiraient à quiconque osait les remettre en cause. L'une des leçons les plus importantes de cette histoire est que le véritable changement commence souvent par l'incompréhension. Traoré a été moqué, insulté, sous-estimé, non parce que ses idées étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient nouvelles. Le monde est prompt à qualifier les jeunes dirigeants africains d'imprudents lorsqu'ils défient les normes globales. C'est une forme d'impérialisme intellectuel qui suppose que la seule économie valable est celle qui émane des institutions occidentales et que les solutions africaines sont trop simples, trop émotives ou trop instables pour être prises au sérieux. Traoré a transformé ce préjugé en moteur. Il a prouvé que la clarté d'un objectif pouvait être plus puissante que le jargon technique, et que même les idées les plus radicales deviennent légitimes lorsqu'elles reposent sur la transparence et le service au peuple. Une autre leçon essentielle est le pouvoir de contrôler le récit. Pendant des années, les pays africains ont entendu qu'ils devaient obtenir l'approbation internationale avant d'agir. Le FMI,
la Banque mondiale et les anciennes puissances coloniales présentaient leur domination comme un soutien. Mais en réalité, il s'agissait d'une dépendance déguisée en diplomatie. Traoré a renversé ce récit. Il n'a pas attendu la permission. Il n'a pas négocié en position de faiblesse. Il a montré que la dignité peut se défendre non par les armes, mais par les idées. Il a rappelé à l'Afrique qu'elle n'a pas à justifier son indépendance. La souveraineté ne se demande pas. Elle se revendique par ceux qui ont le courage de se tenir debout, seuls s'il le faut. La troisième, et peut-être la plus transformatrice des leçons, est que la libération économique doit être culturelle pour être durable. Traoré n'a pas seulement lancé une nouvelle monnaie, il a impliqué le peuple dans sa conception. Il a écouté les maires, les agriculteurs, les ingénieurs, les jeunes. Il a traduit des systèmes complexes en langage courant. Il a donné la responsabilité du processus à ceux qui allaient en être les premiers concernés. Cette démarche a créé un sentiment de participation que les modèles occidentaux négligent trop souvent. Ce faisant, il a démontré que le développement ne consiste pas à copier des formules extérieures, mais à construire des systèmes qui reflètent les valeurs, les priorités et les rêves locaux.